Salut à toutes et à tous, c'est Walgo et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter la première interview sur la chaîne. Il s'agit de celle de Hayden Fox, un auteur de romans fantasy avec qui j'ai pu échanger pendant 1 heure. J'ai eu un petit souci de micro, mais j'ai pu remettre à l'écrit toutes les questions. Les réponses, elles, ont bien été enregistrées, donc ça c'est le principal. J'espère que cette interview vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à partager, liker et à vous abonner. On se retrouve donc après le jingle pour l'interview. Ah, et bien entendu, je remercie Hayden pour sa participation et le fait qu'il soit le premier d'une longue série, je l'espère vraiment. Bonne vidéo. Alors, pourquoi le pseudo? Parce que, en fait, j'ai commencé à publier en 2017 et arrivé fin 2018, quand, je tapais un peu, mon nom sur Google, je me suis rendu compte que ma page LinkedIn et toute mon activité professionnelle numéro un est un peu ensevelie sous l'actualité d'auteur. Donc je me suis dit: «Ouh là là, faudrait quand même que je sépare tout ça» et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, ça y est, nom de plume et puis, on va développer, une marque à partir de ça». Et donc, fin 2018, j'ai choisi ce nom-là. Alors pourquoi? Donc j'avais besoin d'un nom à consonance anglo-saxonne pour l'exportation. Les anglo-saxons détestent lire des traductions, donc quand ce sera traduit, il y en a un qui traduit déjà d'ailleurs, ce sera, voilà, ce sera plus pratique. Heu, Sinon, c'est parce que, alors j'avais besoin du nom d'un animal, enfin j'avais envie. Sur un plan marketing, ça se distribue bien et puis j'aime bien, enfin l'imaginaire qu'on peut développer autour, c'est plutôt sympa donc voilà, le renard et heu et sinon, j'aimais bien le prénom et en plus en A, tu remontes en haut des listes donc c'est pratique. Ça n'est absolument pas stratégique et réfléchi. Absolument aucun. Alors pas encore, c'est La fille de l'eau et en fait, il est traduit mais j'ai pas lancé heu, la démarche, bon, pour lancer correctement ça, il faudrait, faire le travail de community management, de rassembler, la communauté autour de l'œuvre, pour, quand elle sort, pouvoir, lui donner un effet boost et arriver sur une stratégie efficace, notamment sur le marché e-book. Bah, j'ai pas le temps pour l'instant, donc j'ai dit à ma petite traductrice que je mettais en stand-by et que ça viendrait, quand je débloquerai un peu plus de temps pour m'en occuper. Non, c'est moi qui me suis dit que j'allais faire ça, ouais, ouais, ouais. Alors cette semaine, j'ai eu un brésilien qui m'a écrit pour me dire: «Ouais, j'aimerais bien, apprendre le français, via la littérature fantasy, déjà, enfin, je pense que je vais lire tes livres. Est-ce que tu as d'autres trucs à me conseiller?» et tout ça. Du coup, je fais: «OK, très bien». Oui, bah, je voilà, après tout est question de marketing, enfin et ouais, de stratégie de distribution. Enfin, moi, je veux pas faire un truc pour faire plaisir à 2 personnes. C'est vraiment me lancer dans une logique, d'édition à 100 et là, j'ai pas la capacité à faire. Enfin, j'ai pas le temps pour le faire, là, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est tout. J'écris depuis, alors c'est sur, du coup 2022, ça prend encore un an de plus, 8 ans. Bon, depuis tout petit, enfin depuis très longtemps, sur des œuvres, diverses et variées, enfin des papiers et des feuilles volantes diverses et variées, sur un vrai projet, de roman, finir un roman et cetera, ouais, depuis 8 ans. Hem, j'ai publié donc en 2017, donc il y a 5 ans maintenant. Heu, je n'en vis pas, c'est pas l'objectif, c'est une activité en plus parce que, j'aime bien équilibrer avec mon activité pro numéro un. J'ai un métier qui me plaît et qui me challenge aussi, qui me prend beaucoup plus de temps depuis 1 an d'ailleurs, donc ça devient difficile à gérer et je fais du contrôle de gestion, enfin de la gestion budgétaire, et j'encadre, bah, là depuis 1 an, j'encadre une équipe. Enfin, je suis passé sur, un poste de management et voilà, il y a du boulot, il y a du challenge.
Non, pas du tout, rien à voir. Je passe plutôt mon temps sur Excel que sur, Word, dans cette activité. Ouais, non, enfin si ça éclate au grand jour, hein. Enfin si un jour, j'ai un boost, de par un effet de je sais pas quoi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, moi j'aimerais bien faire, je sais pas, du transmédia, dégager plus de temps pour l'écriture et cetera. Enfin de toute façon, une question de temps, moi j'ai 50 000, je peux faire plein de trucs, j'ai plein de trucs sous la main, je peux faire plein de trucs. J'ai les compétences. Mais tout est une question de choix en fait. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et aujourd'hui, bah, il y a une des réponses, ce qui me plaît, c'est d'avoir cet équilibre-là, donc ça me va bien. Si, alors moi j'ai fait une école de management. J'ai fait une prépa puis une école de management, et dans mon école de management, j'ai fait 2 spécialisations. La première c'était, management des industries culturelles, donc là on est dedans, notamment, sur le secteur de l'édition et la deuxième c'était, contrôle de gestion audit, donc c'est mon boulot numéro un. Voilà, donc j'avais déjà choisi pendant mes études que je ferais cette dualité, les 2 activités. Oui, mais des trucs qui sont restés dans les placards, enfin et voilà, c'est ça, des choses qui étaient non, parce que non, non, parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait avant était, entre guillemets, immature, sur le plan de la création et ma vraie première œuvre, que j'aurais pu laisser dans un placard, c'est celle que j'ai rééditée, c'est celle que tu as lue d'ailleurs. C'est celle que j'ai rééditée cette année et c'est celle qui souffrait encore de défauts donc finalement l'œuvre, qui aurait pu être publiée et qui l'a été, je l'ai reprise pour qu'elle soit, bien correcte et tout donc oui, tout à fait. Non, c'était une première édition, ouais, tout à fait, et celle-ci du non, non, c'est la deuxième. Alors celle-là, elle est sortie du coup en 2017, enfin la version intégrale un peu plus tard, mais en gros c'est la même version, en 2017-18. C'est pour la trilogie, effectivement, il lui restait, mais au-delà de quelques coquilles, il lui restait des trucs que je trouvais pas, heu, enfin, il y avait certains personnages à revoir, il y avait surtout certains rythmes à revoir dans l'intrigue, heu, ça une dynamique qui était à repenser, pour le lecteur, donc avec un regard vraiment éditorial. Et enfin, le regard de l'éditeur et pas celui de l'auteur et ça, c'est un travail que j'ai fait vraiment, bah, il y a un peu plus d'un an là, pour ressortir la saga, et qui d'ailleurs, du coup est nickel et plaît totalement au lecteur, parce qu'elle a été débarrassée de toutes ses imperfections, on va dire. Ta lecture est trop récente pour que tu te dises: «Bon, c'est vraiment différent». Mais je pense que si tu relis la nouvelle version, enfin l'édition de l'année dernière du coup dans, allez, on va dire 6 mois, un an, tu sentiras. Tu verras la diff. Ah. Alors c'est marrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que, le dernier auteur que je l'avais lu ou l'auteur que je lisais, que j'avais sous la main, influençait beaucoup ma plume et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai arrêté de lire des livres qui étaient pas, à un niveau de qualité satisfaisant pour moi. Parce qu'en fait, ça influence ma plume et du coup, je me mets à écrire moins bien quand je lis moins bien et mieux quand je lis mieux. Bête, hein, mais voilà. J'ai jamais aussi bien écrit, je crois, qu'après que j'ai lu Damasio, tu vois, par exemple. Ah, Damasio, c'est une œuvre très exigeante, c'est incroyable sur le plan, littéraire. Il y a de la créativité, linguistique dedans, il y a de la philosophie et en même temps, il y a de l'imaginaire pur, avec enfin une qualité sur tous les niveaux qui est assez folle. Pour L'Art du contrevent notamment, c'était qui est celui que j'ai préféré. Hem et puis, bah, mon tout premier celui que tu as lu, était inspiré directement de Pierre Bottero, enfin de toutes les œuvres de Pierre Bottero, qui étaient, pour moi, qui ont été,
ouais, très inspirante sur mon parcours littéraire. Heu, donc la plume s'est beaucoup attachée à celle de cet auteur-là, en évoluant petit à petit au fil justement de ces lectures-là, de ces inspirations-là, heu, pour, voilà, pour changer un petit peu d'un style qui était très très similaire au départ, quoi. Bah, oui, enfin franchement, c'est alors je sais pas si tu as déjà lu, mais c'est vraiment enfin c'est un auteur qui est décédé en 2009. Il a eu un accident de moto, et c'est bien dommage parce que, sa première œuvre, une de ses œuvres fondamentales, c'était le cycle des Willan, c'est ça qui l'a lancé. C'était une œuvre, ado, au départ, ado, jeune adulte, mais en fait avec un imaginaire et une plume vraiment qui était fluide et cetera et qui permettait enfin de s'immerger complètement et tout et ça, c'était de la qualité, de littéraire assez incroyable, enfin sur le plan de l'imaginaire. La série Elena qui a suivi était encore mieux, un peu plus adulte pour le coup, heu, plus les autres séries, par la suite. Enfin heu, je ne peux que recommander, hein. Enfin, il y a vraiment aucune barrière à lire, du Pierre Bottero et avec en plus du cross univers petit à petit dans son œuvre. C'est pour ça que c'est bien dommage qu'il nous ait quittés parce qu'il a été fauché en plein milieu de son œuvre, on va dire. Ouais et du coup, voilà, enfin, c'est un auteur qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, hein, quand même, donc ouais, qui était publié par Rajo d'ailleurs, qui n ja Rajo qui avec des éditeurs qui n'ont jamais compris, le boost de Pierre Bottero. Enfin, ils ont jamais vraiment compris pourquoi ça avait marché autant parce qu'eux, ils font de la jeunesse normalement, enfin, vraiment de la jeunesse pure. Cela dit, ils ont la machine, Gallimard, il me semble, ou c'est Hachette, je crois que c'est Gallimard. La machine commerciale derrière eux qui leur permet de faire des œuvres comme en ce moment, ils font Le Prince cruel, tu vois? Enfin, qui est une traduction, américaine, mais de la m enfin de Holly Black, une autrice américaine, qui bénéficie pareil d'un gros effet, boost. Mais là, il y avait une petite fierté à avoir publié un auteur français qui avait super bien marché et cetera. Bon bref, je m'égare, c'était pas du tout la question. Non, c'est pas vraiment ça, c'était pas ça ma réponse, c'était que, enfin, ça influence ma plume, actuellement, mais ça ne me brille pas dans mes lectures. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça ne détermine pas mes lectures, hein. C'est juste que, ça a un impact. Oui, c'est voilà, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est que je suis très exigeant et donc, j'ai y a enfin, ça fait, 2-3 ans où, effectivement, j'ai pris plein d'œuvres. Alors comme je gravite dans le monde de la littérature indépendante aussi, bon, j'ai pas mal d'éditeurs indépendants, d'auteurs indépendants où je me dis: «Allez, take a chance», tu vois? Genre, on essaye et tout ça et j'ai beaucoup, beaucoup de livres que j'arrive pas en fait enfin qui je pense que je les aurais lus, i avant d'entamer mon parcours littéraire, j'aurais pas eu de problème et j'aurais trouvé ça bien. Et là, je vois tout, tout. Je vois de la mise en page, je vois des coquilles, je vois des héros qui sont pas suffisamment attachants, je vois des incohérences de scénario de héros, je vois du classique, du manque de créativité, tu vois? Je me dis: «Oh ça s'est déjà fait 10 000 fois». Je suis devenu très exigeant, voilà, c'est tout. C'est une malédiction d'un côté parce que vraiment il y a plein de livres que je repose qui, je pense, sont vraiment bien et que c'est dommage, tu vois? Mais c'est comme ça, enfin là, tu vois, j'en suis arrivé à un point où, j'ai repris, c'est impossible, c'est impossible. Il faudrait que j'arrête d'écrire pour ça. Non, mais tu vois, là, j'ai repris ma lecture doudou, j'ai repris tous les Christian Jacques et vraiment ce qui m'avait lancé dans la lecture quand j'étais très jeune ado, enfin même enfant, où j'avais lu tout ça à 10 ans, tu vois? Et tout sur l'Égypte antique et tout. Christian Jacques, c'était magnifique, c'était génial et là, j'ai repris tout ça et j'étais là: «Ah oui, c'est vrai, c'est bien écrit, j'aime bien, je» du coup, je ça me fait plaisir. Je reviens sur des lectures doudou dans ces cas-là. Non, c'est de l'historique, c'est plus de l'historique. Ça m'ins sur le bah, tu vois, typiquement le Chant des sables qui a pour thème, enfin qui a pour inspiration, Égypte antique et mythes orientaux, si clairement, mais sinon oui, ouais, 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 ouais.
Ah, je travaille dans des conditions déplorables. Alors là, c'est vraiment, je travaille, je suis, battu à coups de fouet. Heu, non, je travaille, pas en musique, je travaille en silence et je travaille quand je peux, et en fait, alors, sur le plan, écriture, parce que, sur le plan édition, on va dire que je fais ça, quand j'ai de la bande passante dans ma semaine, hem, enfin le soir ou sur le midi, tu vois? Des trucs comme ça et heu et sur l'écriture, en fait, c'est majoritairement pendant les vacances, du coup. Ils sont une période, en fait, très très faste et très bonne parce que je prends souvent l'air, j'aime bien enfin moi, marcher, ça nourrit mon imagination, enfin faire du sport en général et tout ça, je rassemble tout ça en vacances et donc ça me permet de bien avancer sur mes projets d'écriture pendant mes vacances, quoi. Non, j'ai quand même, je travaille dans un organisme semi-public, donc on a un certain nombre de vacances. Donc ouais. En fait, c'est difficile parce qu'il y a, pour les écrivains, il y a quelque chose enfin, quand tu te lances dans une session d'écriture, tu as une période de chauffe. C'est comme un muscle, c'est-à-dire que, tu le fais chauffer pendant 5 minutes, 5-10 minutes et après, tu déroules, tu vois? Et bah, en fait, quand je suis dans ma semaine et tout, j'ai des sollicitations tout le temps, j'ai un truc, j'ai le téléphone qui sonne, j'ai machin et en fait, ça m'arrive souvent de me lancer, tu vois? Le soir, je me dis: «Je me fais une session d'une heure» et puis, en fait, je me lance et puis 10 minutes plus tard, j'ai une sollicitation, extérieure, je traite un truc, ça me prend peut-être 5 minutes, tu vois, de traiter le truc, mais 5 minutes, c'est déjà trop parce que quand je me remets sur la session d'écriture, il faut refaire chauffer pendant 10 minutes. Du coup, c'est vachement frustrant au bout d'un moment parce que, tu es obligé de ouais, de refaire chauffer, de te remotiver, dès que tu alors que tu es coupé en plein élan, quoi. Donc ça, c'est un petit côté, pénible. Non, c'est plutôt pendant mes vacances quand je suis en train de me balader, je me dis: «Mais je sais, il faut qu'il meure». Pas du tout. Non, en fait, je suis quelqu'un qui écrit, avec un plan, assez vague. Enfin, je sais un peu ce que je vais mettre dans l'histoire. Je commence mon histoire alors ce que je sais très bien, c'est, le monde à quoi il ressemble. Heu et les personnages principaux, comment ils sont, quelle personnalité ils ont et cetera. Ça, c'est vraiment les fondamentaux, qui sont bien inscrits. Après, ce qui se fait, progressivement, c'est l'intrigue et le scénario et ça vient vraiment plus ou moins au fil de l'eau. Enfin, je sais sur quoi je vais commencer, je sais le début, je connais ma scène d'intro, je sais à peu près vers quoi je veux aller, heu, mais hem pour la suite, en vrai, je le construis aussi au fil du récit et tu vois, enfin là, bah, pendant les vacances, j'ai fini, une de mes séries, bah, la série du Chant des Sables justement et franchement, j'ai trouvé la fin et la conclusion pendant mes vacances. Enfin, c'est-à-dire que j'étais déjà, j'étais déjà à la moitié du tome 3. Enfin genre, bon, c'est la première fois que je trouve ma conclusion aussi tard. Mais, souvent, c'est, en courant de tome 3 ou au début du tome 3. Enfin vraiment je sais pas trop, comment je vais conclure, jusqu'à assez proche de la fin finalement. Et tout ça est sur un plan avec des chapitres où je dis, en gros, chapitre 1 il se passe à peu près ça, chapitre 2 il se passe à peu près ça, chapitre 3, 4, 5, 6 j'aimerais bien faire un truc comme ça, tu vois? Enfin c'est assez vague. J'ai pas du tout de plan. En fait, les personnages, ils sont bien dans ma tête. Je pense que j'ai une capacité d'empathie qui fait que, finalement, ils peuvent pas être incohérents parce que je sais très bien quelle est leur personnalité. Donc ça les rend complètement consistants dans mon histoire et ils sont fixés dans mon imaginaire comme ça, quoi. Donc je m'évite cet écueil complet, c'est pareil pour l'univers et du coup, j'ai pas besoin, je pense, de les écrire sur un plan, de m'en rappeler ou quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai besoin d'écrire, heu, pour avoir un suivi, on va dire, un peu linéaire, c'est l'intrigue. Voilà, c'est le scénario. Non, enfin oui, oh là là, c'est compliqué. Ça fait 4 ans que je fais des conventions. J'ai eu la chance de commencer avec, un groupement d'auteurs, enfin un collectif d'auteurs. On s'est tous connus un peu en 2017 comme ça, enfin, ça s'appelle les Auteurs indépendants du Grand Ouest
En fait, on s'est motivés, on a fait pas mal de salons ensemble parce que déjà, partage de frais plus, bah, partage de motivation, enfin voilà, covoiturage et tout ça, très pratique et sur ça, du coup, on s'est installé dans plusieurs salons, heu, bon, notamment, je sais pas, salon fantastique, on a fait Arras à un moment, l'année dernière, plus tout seul de mon côté, mais avec l'héritage de tout ça. J'ai fait, tu vois, enfin sur l'automne, j'ai fait, une fois à Angers, une fois à La Rochelle, une fois à Rennes, une fois à Brest, bah, à Nantes chez moi bien sûr, à Vannes. Je suis resté un peu dans la région. D'habitude, je fais le salon fantastique à Paris, mais je suis pas sûr qu'il se refasse un jour celui-là. Non, parce que, en fait, le covid les a tués. L'association s'est l'association a pas, enfin, je sais pas si l'association va refaire, certains membres sont partis sur un autre projet, voilà et je sais pas si la motivation sera là pour reconduire le salon donc on verra. Mais je suis pas sûr, je sais pas. Oui, c'est vrai, à Tours, ouais, 2 ans, à peine 2 ans puisque c'était en février, juste avant le covid. Ouais. Non, ça fait même pas 2 ans, non. Enfin, ça fait 2 ans, 2 ans. Et voilà, c'est ça, parce que moi j'ai eu un concours de circonstances sur ce truc-là. C'est parce que le dimanche j'étais pas là, mais ça n'avait rien à voir avec justement la fermeture, à guichet enfin le truc à guichet fermé du Covid. C'est juste que j'avais un événement familial le samedi soir sur Nantes et fallait que je rentre. Du coup, j'avais laissé mes bouquins aux copains auteurs en leur disant: «Bon, bah, si vous voulez les vendre, hein, pourquoi pas, je vous paierai une bière», tu vois? Et non, Japan Tour, ils étaient très sympas, mais enfin, c'était chouette qu'on ait eu, Bookstation. Du coup, c'est Bookstation, le partenaire média qui nous avait invités. Mais sinon, le salon, de Japan Tour est complètement inabordable, je ne sais pas quel est leur modèle économique, mais je ne comprends pas. Enfin, il est complètement inabordable pour les exposants. Là, ils sont encore revenus nous chercher au festival d'Angers. Enfin, si tu veux, tu as des stands à 400 balles, ou pour un petit éditeur qui veut, 12 m², je crois que tu montes immédiatement à 800 balles. Tu es là: «Mais attendez les gars, enfin, calmez-vous, c'est juste c'est juste pas rentable, quoi». Enfin, attends, c'est-à-dire qu'à 2-3 enfin, si on veut parler chiffres, moi, le salon fantastique à Paris, j'ai jamais payé, plus de 150 pour moi. Enfin, c'est-à-dire qu'en mutualisant, on est peut-être justement à 600 balles ou non, même pas, je crois que c'était 350, un truc comme ça pour le 4 mètres de linéaire. Enfin, je veux dire, des trucs un peu où tu te dis: «Bon, bah, si c'est 100 balles, chacun pour avoir un mètre linéaire», tu vois, ça se rentabilise. Si tu dois payer 300 balles pour avoir un mètre linéaire, juste ça marche pas. Enfin, moi, je suis pas rentable. J'ai des frais de déplacement en plus, enfin, si tu veux, c'est pas possible. Je suis pas là pour, les beaux yeux de la princesse, donc non, non, ça marche pas. Alors là, à titre d'exemple, il y a le formidable, Livre Paris, qui a sorti ses conditions, 2022. Alors Livre Paris, j'ai voulu le faire en 2020, il y a eu le covid, j'ai pas pu. L'année dernière, c'était la fin du bail avec la société de production, donc fin de Livre Paris à la porte de Versailles et du coup, ils ont dit: «2022, on fait un nouveau Livre Paris, nouvelle, modalité, nouveau machin». C'est un hold-up du Syndicat national de l'édition, c'est-à-dire le groupement des grands éditeurs, français. Éditeur et libraire, enfin, je n'ai jamais très bien compris. En tout cas, c'est un immense hold-up, puisqu'ils ont, fermé les portes du salon aux indépendants, tout simplement, en mettant des conditions tarifaires avec un stand d'entrée à 17 000 €, 17 000 €, voilà, hein, tu as bien entendu. C'est-à-dire qu'avant en gros, tu te disais: «C'est Livre Paris, j'en ai pour 2 000 €, mais je pense que je vais rentrer dans mes frais, ça va être, dense, mais il va falloir y aller». Là, 17 000 €, tu te dis: «Mais quoi?» Mais vous invitez juste, en fait, que Gallimard et Hachette. Enfin, je veux dire, il y a un moment où voilà. On fait sextuple les prix et ce n'est pas tout.
mais pas tout, parce que les revenus seront partagés à 50-50 entre l'éditeur et le libraire. C'est-à-dire que c'est le libraire qui va vendre tes livres, enfin le groupement des libraires, indépendants de Paris, nin c'est encore un autre hold-up, mais côté libraire ce coup-là, qui, s'est dit: «Bon, bah, vas-y, on va se faire du bif». Parce que, je veux dire, le schéma économique d'un salon, c'est soit, tu rentabilises sur les tarifs des stands, soit tu fais justement un principe de librairie comme ça qui te permet de rentabiliser le truc. Mais faire les 2 avec des prix comme ça s'appelle juste, écraser les acteurs de la culture pour se faire du bif personnel. Enfin, excuse-moi, mais genre là, je pense qu'on est arrivé à un truc comme ça. Voilà, donc c'est le nouveau format Livre Paris 2022. Voilà, c'est absurde, hein, on est d'accord. Donc Livre Paris, je pense qu'on peut oublier et je me demande s'ils se sont pas tirés une balle dans le pied parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont à Livre Paris justement pour voir un peu de littérature indépendante, de trucs un peu différents, quoi. Non, mais en plus, tu as l'impression qu'ils veulent mettre une barrière de libraire entre les éditeurs et les lecteurs. Enfin, ça fait très hold-up des libraires. Alors moi, j'ai un petit, j'adore les libraires, mais pas tous. Enfin, c'est-à-dire que, j'ai des super libraires et j'ai des gros libraires bouffons. C'est-à-dire qu'il y a plein de libraires qui ne connaissent même pas la chaîne du livre. Ils savent pas qui fait quoi dans la chaîne du livre. Ils savent pas ce que c'est que ils savent pas qui paye quoi dans la distribution. Ils savent pas qui paye les retours. Ils savent pas enfin, je dis pas que c'est mal, hein, mais, voilà, c'est bien de s'intéresser quand même un petit peu, à son milieu et puis surtout, de pas taper sur les autres systématiquement parce que ça fait vraiment genre, «Oui, mais les libraires, on est en difficulté à cause de Amazon, blablabla, blablabla». Donc plutôt que nous remettre en question nous-mêmes en se disant qu'on devrait peut-être passer sur, de la prescription ou, s'intéresser plus au reste du marché pour avoir un peu plus de circuit, local et cetera. Enfin, essayer de justement limiter les intermédiaires, être moins polluant justement là-dedans. Enfin, tu sais, avoir une démarche un peu plus réfléchie. Et ben, ils se disent: «Bah, non, bah, on va se prendre 50, on va tous se rassembler, on va faire un gros syndicat, on va se prendre 50 sur Livre Paris, comme ça on arrivera à rentabiliser». Enfin, c'est encore tirer sur les autres acteurs du circuit, alors que le circuit de l'édition, il est un peu tendu et genre, en vrai, chacun arrive difficilement, voire pas à gagner ce qu'il devrait gagner. Genre, c'est un secteur où il faut être solidaire, quoi. Où libraire, éditeur, distributeur, tout le monde doit travailler main dans la main et pas, taper sur les autres et les faire couler, en tirant soit son épingle du jeu. Enfin, c'est pas comme ça que je le conçois, hein. Et tout ça fait absolument les affaires d'Amazon et c'est ça le pire. C'est qu'en croyant justement, faire des contre Amazon ou je sais pas quoi, enfin, on leur tire un tapis rouge. Amazon, je veux dire, enfin, on peut pas s'y opposer. C'est de la distribution, à l'échelle du numérique, en format nu enfin, au numérique et c'est comme ça, il faut s'insérer, il faut s'intégrer, il faut, réfléchir à comment est-ce qu'on travaille dans ce contexte-là maintenant, quoi. Pas, se dire, «C'est le mal, dressons des barricades, battons-nous», ça, c'est de la résistance au changement et la résistance au changement, on sait pas, elle finit pas toujours bien, enfin, ni jamais bien d'ailleurs. Je ne fais que de la fantaisie. Mon projet est assez dense, enfin, mon projet qui comporte plusieurs séries et cetera, est assez dense. Il m'en reste encore un paquet à écrire avant de finir. Alors quand je l'aurai fini, peut-être que j'écrirai autre chose, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai écrit une romance un jour, qui est publiée chez un éditeur aujourd'hui, et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire ça, ça m'a changé un petit peu. Mais ma passion première, c'est la créa d'univers, donc je pourrais pas faire ça ailleurs. Bof, franchement bof. Mais c'est discret, c'est-à-dire que comme c'est pas enfin, c'est pas du tout le cœur. Alors, la romance, enfin, quand je dis romance, c'est au sens, genre littéraire, c'est-à-dire que le cœur de l'histoire, c'est la romance. Bien sûr, tu en as toujours de la romance, mais comme tu as de l'aventure, comme tu as du mystère, comme tu as de l'intrigue, enfin ouais, tu as toujours un peu. Ouais, je dois avoir des petites nouvelles, attends, est-ce que c'est
Une nouvelle, ouah, c'est presque de la fantasy aussi, hein. J'avais fait un truc de science, ouais, j'avais fait une nouvelle que j'ai jamais publiée, qui était plutôt pour des appels à texte, sur de l'anticipation, mais mmh. Là, on est plutôt, ouais, sur du coup, un aspect, je sais pas, moi, ça me fait penser à, ouais, l'aspect, djinn, magie orientale, et cetera, qui est plutôt sur ma série, Le Chant des Sables, du coup, dans laquelle on aborde, voilà, ce genre d'imaginaire, avec pour thème, le vent, l'air, en dominante principale. Ouais, elle a un aspect un peu dark et en même temps, c'est nature mais rouge. C'est un peu antithétique, enfin, c'est pas des thèmes en fantasy qu'on associe souvent. Enfin, le thème couleur, je veux dire, avec la dimension un peu nature et esprit de la forêt. Je sais pas, ça me fait plutôt penser à ça. J'aurais une série sur, l'aspect, que j'ai pas encore, enfin, qui est encore au stade d'écriture, voire de proto-écriture, sur, justement, la magie de la nature, et cetera, qui sera plutôt sur une couleur, verte, du coup, voilà. Ouais, bon, cascade, thème eau, on peut raccrocher ça à La Fille de l'eau, avec, thème, pirate un peu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui, je sais pas, ouais, c'est ça, donc je sais pas, un peu, ouais, coffre au trésor et tout. Il y a des pirates, il y a des coffres au trésor, il y a des et le thème, c'est l'eau dans La Fille de l'eau, donc ça, je peux la raccrocher à cette série-là. Bon, plus difficile. Heu, ouais, 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 pourquoi pas, ouais, mais moi, mes nains, ils sont alors dans la série de l'heure, pas du tout, Le Cœur du démon, qui va sortir au printemps, mais qui est plutôt sur un thème dark, on est plutôt sur une ambiance rouge, sombre et beaucoup moins, comment? Ciel bleu que ce qu'on voit là. D'ailleurs, les nains, ils vivent sous terre, hein, donc là, ils sont pas du tout dans ce genre d'ambiance. Alors, OK, je vois pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est des nuages ou des arbres. Ça fait très cerisier, hein? Ça fait c'est très cerisier japonais, voilà, c'est ça. Donc, je vais le raccrocher à la dernière série que je publierai, mais qui n'est même pas encore, enfin, pour le coup, celle-là, c'est-à-dire qu'elle est tellement proto-série que je ne sais même pas, je sais juste le thème et l'ambiance, donc qui sera orientale, Extrême-Orient, ouais, enfin, du coup, plutôt civilisation, chinoise et japonaise, et qui sera sur le thème du temps et la magie du temps, voilà, et qui pour l'instant, je ne sais pas du tout, je n'ai même pas construit les personnages, enfin, j'ai même pas de personnage qui m'a frappé sur celle-là. Contrairement à toutes les autres, hein, où il y a déjà, enfin, sur les 4 qui sont déjà plus ou moins écrites et les 3 qui sont à écrire ou un petit peu entamées, et j'ai déjà, les personnages, les machins. Celle-là, c'est la seule que j'ai pas du tout, du tout, du tout commencé encore. Tout à fait. Moi, je fais exprès. C'est vrai. Oui, alors la réponse est oui, c'est, donc Les Murmures du Char, la série que tu as lue, du coup, est située dans le monde, de Crône, qui est l'un des mondes, de ce macro-univers. Heu, donc, enfin, dans ce macro-univers, il y a, 8 mondes, voilà, heu et puis on découvre chacun
d'eux, enfin chacun d'eux dans un récit, spécifique avec une série spécifique, qui aborde, bah, qui a sa couleur, on va dire, son thème principal, donc sa magie qui est associée à un des principes fondateurs du macro-univers. Donc par exemple sur Les Murmures du Char, on est sur un thème sombre, c'est plutôt noir, c'est la magie noire, c'est l'énergie de la mort. Donc on voit la nécromancie, la voilà, avec une héroïne qui est lumineuse quand même puisqu'on reste dans de l'heroic fantasy. Sur celui qui est à sortir au printemps, Le Cœur du démon, c'est une dark fantasy, qui est plutôt sur le thème rouge puisque c'est le thème du feu, enfin la magie du feu, la magie rouge. On y retrouve aussi plein de classiques de fantasy, mais elle est plus dark dans son genre littéraire, on va dire, parce que les héros sont moins vertueux, enfin, on va dire, c'est presque des anti-héros. Ils restent, drivés par des principes moraux, qui sont les leurs, mais ils font des choses, pas cool pour arriver à leur fin, quoi, et ils sont un peu damnés aussi, enfin, ils sont un peu condamnés, par leur destin, ce qui n'est pas le cas d'Asia dans Les Murmures du Char qui, elle, a vraiment cette dimension épique, cette dimension héroïne valeureuse et cetera, malgré une ambiance très sombre. La Fille de l'eau, c'est plus, sur le thème, bah, du coup de l'eau, c'est bleu, enfin, c'est une esthétique très steampunk, un monde beaucoup plus contemporain, qui est cadré quand même dans le même macro-univers, hein, mais je laisserai décrire hein? Alors plutôt, non, c'est plutôt le Chant des sables va être un peu plus onirique pour le coup, pour la simple raison que celui-là aborde le thème de l'air, enfin on est sur la magie jaune, ça s'appelle et la magie de l'air, pas mal et du coup, c'est un monde aérien qui est posé sur les nuages, avec des mers de nuages et cetera, c'est ça, c'est entre désert et nuages, voilà, parce que c'est, influence orientale, égypte antique, donc on est sur quelque chose avec ces inspirations-là et qui, par sa dimension justement aérienne, colle bien avec un aspect onirique. En plus, il y a un thème musical dans l'intrigue du roman qui est assez poussé, donc il y a une dimension comme ça qui est c'est le plus poétique, ce sera le plus la plus poétique des séries. Le Cœur du démon, ce sera la plus dark, la plus héroïque, on va dire, c'est Les Murmures du Char, voilà. Alors, 4, et encore, la quatrième la dark fantasy est à sortir, en 2022 quoi et j'espère finir du coup la série du Chant des Sables parce qu'il y a que le premier tome qui est sorti pour l'instant. J'espère la sortir la fin d'ici la fin de l'année. Non, il y aura 2. Il y en aura 2 et probablement les 2 au printemps ou un au printemps et un à l'été. Tout est fini déjà donc comme ça se lit d'une traite, comme, un peu comme Les Murmures du Char, je préfère rapprocher au niveau des sorties. Pas toujours. Bah, là, c'est une exception parce que j'avoue que sur les autres séries, pour l'instant, j'ai des trilogies. Mais ça faisait pas trop sens, au regard de l'œuvre là, d'avoir une trilogie, donc j'ai préféré une duologie et encore, j'aurais presque voulu la sortir en intégrale, enfin en un seul directement. Mais j'aime bien comme ça fait sens aussi. En fait, c'est assez intuitif, j'ai l'impression que quelque part dans ma tête, je sais à peu près quel est le volume, de texte que je souhaite mettre et en général, j'y arrive toujours, plus ou moins bien. C'est-à-dire que les séries sont autour de 210-230 000 mots sur les 3 volumes. Donc, on est sur des volumes à 80 000 non, si, oui, c'est ça, oui, entre 70 et 80, pour chaque titre, quoi, sauf pour la duologie. Alors l'objectif initial, c'est vraiment d'explorer une partie, une dimension, un monde, une magie de l'univers indépendamment des autres. Il est possible qu'il y ait des liens qui apparaissent, et qu'on retrouve certains personnages d'un univers à l'autre. C'est pas exclu, c'est possible, et ça va peut-être même, arriver dans des prochains titres, à lire. Heu et c'est toujours, fait de façon assez hétérogène. C'est-à-dire que, je veux pas traîner une histoire, enfin, je veux pas faire un la nouvelle saga des Murmures du Char. Enfin, ça m'intéresse pas de faire ça ou
plus tard, je ferai peut-être quelque chose où en fait, je préfère faire des nouvelles ou des trucs comme ça ou des titres plus petits. Après, quand j'aurai fini tout ça, je pense que je préférerais faire ça pour développer des parts de l'univers, de chaque monde et tout, des trucs que j'aurais pu laisser de côté, qu'on me demanderait d'un peu d'explorer et cetera. Parce que les univers sont tellement denses, les mondes sont tellement denses que je n'explore pas toute la partie, tu vois? Dans les Murmures du Char, je n'aborde pas du tout la civilisation des nains, pour le coup. Heu, oui. C'était une nécessité scénaristique. C'est-à-dire que, dans le livre univers comme je le fais, dans les livres univers, je peux pas tout aborder sinon mon intrigue elle est décousue, mon enfin c'est là tu te retrouves à recoller des fils d'intrigue qui te font des trucs qui en fait n'ont plus rien de sur le plan de l'histoire, ne sont pas bien, linéaires, ne t'amènent pas bien à ta conclusion, enfin ne sont pas engageants, ne te forment pas une histoire engageante, en fait. Si tu veux faire, c'est pas ce serait du coup, ce serait pas un livre univers, ce serait juste un univers et dans ce cas-là, tu fais, un autre média. C'est-à-dire que tu fais, je sais pas, tu peux faire un jeu vidéo, par exemple, où tu te dis: «Bon, bah, voilà, tu as plusieurs races, chacune commence à tel endroit» et cetera et ça te permet de développer un peu le fond dans cet endroit-là et tout, mais la trame, tu vois, le prisme par lequel tu rentres dans l'histoire est pas le même et donc dans le produit livre, mais comme dans le produit, série pour le coup, enfin, à partir du moment où tu dois raconter quand même une histoire qui part d'un point A et qui arrive à un point B, ce qui est pas le cas dans d'autres médias comme, les jeux par exemple, tu peux, partir d'un point A, B, C, D, E en fonction de ton point d'entrée et arriver à un point A, B, C, D, E, à la sortie, tu vois? Bah, dans le livre univers, tu es quand même obligé d'avoir cette linéarité qui t'amène au bout, de manière cohérente, quoi. Donc tu es obligé de faire des choix, de laisser des choses de côté et bah, pas de chance pour les nains, ils ont été laissés un peu de côté. Mais ils sont aussi dans une autre œuvre, qui va venir, donc rien de perdu. Ça dépend. En vrai, ça dépend, tu vois? Sur la Fille de l'eau, j'ai fait des il y a un peuple que c'est des hommes requins, tu vois? Donc je m'étais fait plaisir. Tu des Amazones, tu des Nagas, heu qui sont des créatures, orientales, hein. Enfin, j'ai choisi de les réutiliser dans La Fille de l'eau et pas forcément dans un autre, à thème oriental, mais j'aurais pu. Dans Le Chant des sables, c'est celle où il y en a le moins, je pense. Il y a une civilisation qui s'appelle la civilisation des Avians qui sont des hommes, oiseaux, on va dire, avec un profil, on va dire, un peu de rapace, voilà. Heu Mais à part eux, si, il y a des hommes serpents aussi, voilà, des hommes serpents, on appelle des Gareth. Heu, c'est ça. Mais le gros le gros, de l'intrigue, de tout ça se passe autour des humains et puis souvent, ouais, des elfes puisque j'ai un petit plaisir à mettre des elfes un peu partout et donc dans les Murmures du Char, il y a des elfes noirs, donc qui sont des elfes un peu cruels, avec une culture, basée sur, l'esclavage, la voilà, à la fin, ouais, ouais, on explore plus cette piste-là. Alors sur le cœur du démon, il y a des elfes, c'est les elfes du crépuscule qui sont aussi assez sombres, assez, avides, enfin assez cupides. C'est des elfes qui sont pas forcément, enfin c'est ce qu'on voit dans la décadence des civilisations elfes dans les œuvres de fantasy. Heu, sur La Fille de l'eau, il y a les elfes des dans La Fille de l'eau, il y a les elfes des glaces qui sont une civilisation, mourante, hein, qui se fige, progressivement dans les glaces, mais complètement fascinante à écrire. Enfin, j'ai vraiment adoré, parce qu'elle est quand même remplie de mystères, cette civilisation entre neige et blizzard. Enfin, voilà et tous ces elfes proviennent d'un même monde qui sera, celui que j'explorerai que je détaillerai dans la série sur, la magie de la terre, avec dominante verte, donc et j'explorerai tout ce qui est magie, druidique et cetera, avec, le cœur et le fondement de la civilisation elfe et il est possible que les lecteurs découvrent justement d'où viennent pourquoi est-ce que les elfes noirs, ils sont arrivés, dans le monde, des Murmures du Char? Pourquoi est-ce que les elfes du crépuscule, ils sont arrivés dans celui du cœur des démons et cetera? Enfin, il y a toute une histoire derrière qui bien sûr, est déjà construite quelque part.
Non, non, celle-là, elle est déjà couchée sur papier. L'histoire des elfes, c'est parce que j'aime comme j'ai des elfes un peu partout, j'aime bien. Cette histoire-là, elle était déjà couchée sur j'aime bien. Dans le Chant des Alpes, il y a des elfes du désert. Enfin, voilà. Et vraiment, c'est des peuples qui enfin, un peuple, qui est très, très, qui a presque plus de membres et en fait qui, voilà, vit dans le désert, ouais, c'est ça et avec une dimension, nomade, et des elfes nomades et un peu, heu, mystérieux aussi, mais plus sur le plan, ouais, avec, esthétique désert et tout ça plutôt que glace comme, c'était le cas dans La Fille de l'eau. Ouais, c'est ça. Et ben, si tu voudrais les revoir ailleurs, c'est ça? Dans un autre, ouais. Alors, je vais te fournir la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que heu, les frontières sont assez hétérogènes, voilà, donc je suis pas sûr de réutiliser, heu, à part dans des nouvelles ou des choses comme ça, mais j'aime bien aussi repartir sur des personnages neufs. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y en a un pour l'instant, voilà, un personnage comme ça, voilà, que vous découvrirez, voilà. Alors, les sagas peuvent se lire de façon complètement indépendante, c'est mon credo, j'y suis très attaché. C'est-à-dire qu'en plus, ça me permet d'écrire des œuvres différentes. Enfin, Les Murmures du Char, c'est ce qu'on va classifier en young adulte, fantasy young adulte, avec une héroïne qui est jeune adulte et cetera, des problématiques, voilà, plutôt une dimension épique. La dark fantasy, c'est encore enfin, c'est quelque chose de, d'assez différent et puis La Fille de l'eau, Le Chant des sables, c'est plus, young adulte, ça peut commencer dès ado, cela parce que les héros sont un peu plus jeunes et en fait, tout ça fait des œuvres qui, dans leur cible, sont un peu différentes. Heu et d'ailleurs, par exemple, j'ai une bêta lectrice qui, adore, les œuvres qui adore La Fille de l'eau, Le Chant des sables et elle a lu Le Cœur du démon. Elle m'a dit: «C'est vraiment dark pour moi» et ça, alors pour moi, c'est déjà, la preuve que j'arrive à sortir de ma zone de confort, à faire des genres différents, donc ça, c'est plutôt une réussite et du coup, ça veut en fait, c'est que, je veux pas que, enfin, pouvoir avoir une liberté créative sur le genre, mais dans ce macro-univers quand même, c'est déjà pas forcément facile à faire et si je commence à réutiliser des personnages d'un truc à l'autre, ça va encore plus forcer les gens à tout lire. C'est pas forcément ce que je veux. Je veux qu'ils lisent vraiment ce dont ils ont envie, que s'il y a une série à laquelle ils accrochent moins, ils sont pas obligés de tout lire pour comprendre une autre. Enfin, vraiment, c'est important pour moi. Je veux leur donner envie de découvrir tout l'univers, via, ces différentes œuvres, mais je veux pas les obliger à quoi que ce soit. Voilà, je veux pas faire, Les Murmures du Sar en 1 et après tu es obligé d'avoir lu l'autre parce que tu vas retrouver des personnages similaires. Après, enfin un truc ultra linéaire où on finit à 30 volumes, bonjour, bienvenue dans la roue du temps, tu vois? Enfin des trucs, complètement, bah, c'est pas mon, c'est pas mon genre ça. Voilà, ça dépend. Il y en a oui, il y en a non. Il y en a le cœur, les personnages cœur, on va dire, c'est des personnages qui font partie de mon univers depuis 10, 15 ans. Des personnages que j'ai créés sur mes premiers jeux vidéo, des machins, enfin, des personnages qui ont un historique derrière eux et qui sont, enfin moi j'ai des jeux vidéo, sur lesquels j'ai créé des personnages, qui sont genre plus vieux que des ados d'aujourd'hui et ça me fait toujours bizarre de me dire que genre il y a des personnages, je les ai créés en 2004, 2005, tu vois? Je me dis: «Mais merde, c'est un personnage fictif, il a 15 ans», tu vois? Par exemple, ouais et tu vois? Et du coup, je me dis: «Ah putain, c'est marrant parce que, en fait, ces personnages, ils ont grandi avec moi quelque part dans mon imaginaire». Je les ai réutilisés, j'ai fait enfin sur des 1 histoires que j'avais couchées sur papier, je les ai réutilisées quand, j'inventais des histoires, de jeux de rôle ou des trucs comme ça. Enfin, c'est tout des personnages qui sont complètement dans mon univers et en fait qui eux ont une personnalité mais forgée depuis des années. Enfin, c'est-à-dire que je n'attends que le moment de pouvoir les utiliser. Donc pour l'instant, j'en ai enfin, par exemple, le personnage d'Asia, c'était un personnage comme ça. C'est un personnage qui était construit, il a 15 ans ce personnage, voilà.
Non, pas tous, parce que La Fille de l'eau, par exemple, c'est des personnages from scratch. Vraiment le créature, enfin les 5 héros là, ils sont from scratch. Je les avais pas du tout imaginés avant de commencer La Fille de l'eau. Ceux-là, ils sont nés avec ça. Par contre, il y a d'autres personnages de La Fille de l'eau, plus discrets, heu, qui eux étaient des personnages cœur comme ça, voilà. Donc eux, leurs noms, ils sont déjà fixés depuis très longtemps. Il y en a d'autres, je les invente au passage. Il y en a, je les invente et puis je les renomme. Il y en a, je les invente et puis ils disparaissent, puis ils sont fusionnés avec d'autres. Enfin voilà, tout ça, c'est l'exercice, d'écriture. Peu, mais oui, je crois, sur certains. Heu, Dans la version que tu as lue, par exemple, il y a à la fin, enfin à la fin, il y a un moment où, tu as la sorcière, je spoile pas, hein, parce que c'est pas une scène qui va spoiler, hein. La comment la puissance maléfique, qui menace, enfin l'antagoniste principal, qui forme un de ses générals à partir de comment? De sorciers, tombés, par le passé. Je sais pas si tu vois de quelle scène il s'agit, mais en gros, ces sorciers-là, qui faisaient partie d'un certain conclave et tout ça, voilà. Ils ont dégagé le conclave qui faisait 12 personnes, il est passé à 7. Et ces personnages, voilà, ont été squeezés. J'ai dit: «Non mais, là, c'est ceux-là, ils compliquent la vie. Enfin, en fait, ils apportent rien. Heu, ils sont intéressants, comme ça, mais et finalement, ils brouillent plus qu'autre chose en rajoutant de la complexité à l'intrigue. Enfin, c'est une couche qui est superflue et du coup, ceux-là, ils ont disparu et ils ont été fusionnés en un seul qui est, le méchant, qui d'ailleurs, ils finissent, enfin, dans la version que tu as lue, ils finissaient par fusionner littéralement avec lui. Donc c'est tu vois, c'est donc voilà, c'est ça. Donc autant commencer directement et puis, là, du coup, là-dessus, voilà. Ça arrive, hein, j'en ai là sur ce que j'ai écrit là, voilà, dans l'exercice, de création, bah, il y a un personnage, je me suis dit: «En fait, celui-là, je sais pas quoi en faire». Il est un peu, finalement, il est presque polluant, qu'est-ce que je fais? Et en fait, à force d'y réfléchir, la solution est apparue évidente. C'est des fois, enfin, la solution, c'est de le fusionner avec un autre et en fait, d'avoir un personnage, enfin, tes 2 personnages, finalement, n'en font plus qu'un. Et ça fluidifie beaucoup, l'histoire, quoi. Et il y en a d'autres qui disparaissent aussi, plus rares. Alors une fois que les livres seront écrits, bon, on va pas parler d'édition, mais là, j'ai ma boîte, je les amène jusqu'à la librairie, j'essaye de lancer vraiment le marché numérique. Donc ça, si ça marche et que j'arrive bien à distribuer, je pourrais aller voir, quelque chose comme Folio SF pour faire un format poche, pour le distribuer encore plus, voilà, et cetera. Hem, Après ça, donc ça va se faire au fur et à mesure jusqu'à ce que je finisse de tout vendre, enfin de tout sortir. Heu et après ça, le premier transmédia qui me vient à l'esprit, ce serait plutôt le format série. Quelque chose qui serait très adapté pour une série, parce que tu préfères une saison par saga. En plus, alors ce serait du coup des saisons indépendantes les unes des autres. Enfin, c'est un concept de saison de série qu'on a déjà vu à l'écran. Pas forcément sur la fantasy, mais on l'a déjà vu et je respecterais complètement les histoires de mes livres. Enfin, ce serait une saga, une saison, tu vois? Un truc comme ça. Et les histoires, elles sont déjà vachement denses, en fait. Mine de rien, quand tu y réfléchis, si tu veux les transposer à l'écran, tu en as pour, un épisode, une partie, un épisode, c'est déjà bien ambitieux et donc comme elles sont en 8 ou 9 parties chacune de mes séries, déjà tu auras bien rempli. Bon, je suis pas scénariste, enfin, je suis pas réalisateur, je peux pas te j'en sais rien, enfin, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais c'est un projet que j'aimerais bien, mener à bien, et si possible bien le faire parce que, je veux pas vendre des droits à Netflix pour qu'ils fassent quelque chose en sous-budget, c'est des œuvres qui sont enfin, c'est quelque chose qui serait difficile à négocier parce que, la grosse négo porterait sur le budget apporté, pour pas rogner sur, de la qualité sur pas mal d'aspects, pour produire une bonne œuvre de fantasy. Enfin, une bonne œuvre de fantasy, à l'écran, ça coûte vachement cher parce que, il y a, enfin,
les différents postes budgétaires, doivent tous être à la hauteur. Faut que tu aies des costumes corrects, faut que tu aies des effets spéciaux très bons, faut que tu aies des acteurs, qui qui quand même en envoient. Faut que tu aies la créa, on va dire artistique, graphique autour, qui soit, très consistante. Là, à la limite, tu peux faire des économies, c'est enfin, où ça peut coûter pas si cher que pas trop cher, enfin, par rapport à d'autres séries, c'est, sur, les frais de dep, parce que tu peux faire ça en studio majoritairement par rapport à et encore, si tu veux faire quelque chose de correct, mieux vaut filmer, si possible en décor, autant que possible. Alors ça, c'est pas du tout plus ça va et plus on fait des trucs sur fond vert, de partout. Parce qu'on arrive à faire des trucs formidables avec la technologie, mais ça n'a pas le charme, par exemple, d'un Seigneur des Anneaux qui est tourné directement en Nouvelle-Zélande à fond, tu vois? Enfin, c'est voilà, ça pourrait, j'ai des proches qui me disent, «Ah, ça je le verrais trop en manga ou en animé». Je ouais, Arcane, j'ai commencé, regardé le premier épisode, j'étais: «Ah, trop bien et tout». Je joue pas du tout à League of Legends, mais genre j'étais là: «Ah, ça a l'air sympa». C'est ça. Bon bref, ça a l'air sympa et du coup, mais je réfléchis parce que, tu vois, Harry Potter, par exemple, la proposition numéro un ça avait été d'en faire un manga et Rowling, elle avait dit: «Non, je veux pas faire un manga, je veux faire un film». Et en fait, elle avait mis alors, elle avait, la «chance» entre guillemets d'avoir déjà, beaucoup vendu et donc d'avoir son poids dans la négo, un poids tel qu'elle a même pu dire, genre: «Je veux pas d'acteurs américains, je veux que des acteurs british et tout». Dans Harry Potter, il y a que des acteurs british et et du coup, elle a pu imposer ses exigences et dire non à un manga. Bon, moi je sais pas, hein, j'y réfléchirai plus tard à ce genre de considérations, mais pourquoi pas? Ça peut aussi faire une œuvre très sympa, tu vois? Un animé, un machin, enfin je les portes sont ouvertes. Jeux de société, j'adore, mais je pense que ça, ce sera, de mon propre cru, enfin, c'est-à-dire que j'ai toujours créé des jeux en plus, donc si tu veux, j'en ferai, mais je les produirai probablement avec mon entreprise à moi, enfin un truc comme ça, très, hem, un projet moins ambitieux, on va dire. Enfin, ce sera vraiment pour, ma communauté et tout, et cetera et jeux de société, ouais, j'aime bien et puis jeux vidéo, bah, ça, ce serait fou, mais là, tu rentres dans un truc qui est même pas c'est même pas un taf à temps plein, pour proposer l'œuvre, pour machin et en fait, la série, à la limite, je pourrais encore, négocier d'être très étroitement associé à côté des scénaristes et des réalisateurs, heu, pour avoir ma patte. Autant le jeu vidéo, enfin, si tu signes pour un jeu vidéo, enfin, moi, je vends l'univers et ils en feront ce qu'ils voudront. Parce que là-dessus, je pourrais pas maîtriser quoi que ce soit, quoi. J'aimerais, mais c'est trop il y a trop de gens derrière à faire ce genre de choses. Je pourrais faire plein de choses. Moi, j'ai l'habitude enfin, je joue à plusieurs, notamment MMORPG. Enfin, j'aime bien, faire aussi mon étude, de marché sur ce plan-là, savoir ce qui marche d'un côté, de moins bien de l'autre, et cetera. Enfin, il y a aussi des places à prendre, et il y a aussi des acteurs, plus ou moins compétents. Bon, par exemple, tu prends un Ubisoft, moi je trouve que Ubisoft, ils passent à côté de plein de trucs. Enfin, je sais pas si c'est un problème dans leur comité stratégique, ou quoi que ce soit, mais je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à prendre une place, qui soit pas la troisième, voire, en dessous, puisqu'ils sont peut-être encore redescendus au niveau des acteurs du jeu vidéo. Parce qu'ils ont des univers, ils ont des productions qui sont excellentes et ils n'arrivent pas à concurrencer, par exemple, un Blizzard qui, lui, est quand même en perte de vitesse ou, bon. Après la demande du public évolue aussi, hein, enfin les jeux comme ça très denses, très complets, ça a moins la cote qu'avant. On est beaucoup là-dedans et en fait, il y a une question de fidélité. Enfin, moi, mon credo stratégique, mais quel que soit le média, c'est la fidélité. C'est-à-dire que les gens, je veux les faire rentrer dans mon univers. Je veux qu'ils embrassent complètement, le tout, quoi, qu'ils soient passionnés, qu'ils aient envie d'y revenir, autant que possible et c'est ça qui fait la clé, par exemple, c'est ça qui a fait la clé d'un Warcraft. C'est ça qui a fait que les joueurs, en fait, 15 ans plus tard, ils jouent pas parce que le gameplay, il est incroyable et machin.
ils jouent parce que c'est le jeu auquel ils ont joué. Ils ont commencé à jouer il y a 15 ans, qu'ils ont vu être développés, qu'ils ont vu, s'épanouir aussi. Ils se sont épanouis dedans et ils ont une fidélité qui est incroyable à ce jeu, heu et sur d'autres aspects, tu vois? Enfin, tu vois mais bon, les trucs, tu vois? Ubisoft pourrait faire quelque chose de super avec les univers Assassin's Creed. Mais je trouve qu'ils brident le concept. Enfin, ils y mettent pas assez de tu vois? Ils stratégiquement, eux, ils sont à fond dans heu, on essaye de lancer plein de jeux, on va voir ce que ça marche et tout ça. Alors que tu as un Blizzard, bah, tu vois le launcher Blizzard, ils ont leurs 5 jeux et c'est pas un de plus. C'est-à-dire qu'ils sont capables de foutre des thunes pas possibles dans un jeu qu'ils ne sortiront pas parce que ils sont dans cette logique de fidélisation, parce qu'ils sont dans cette optique de, on va garder, nos gens, on préfère les faire faire du transjeu sur nos jeux, enfin on préfère les garder chez nous, ce qui est stratégiquement beaucoup plus pertinent et là, on voit que les Américains sont juste plus forts que nous sur l'aspect business, heu, parce que, là-dessus, ils ont compris. Alors, il faut pas se voiler la face, hein, si tu regardes, Activision Blizzard, le les la moitié du chiffre d'affaires, c'est fait par King, hein, donc c'est Candy Crush, voilà. Mais sur Call of, côté, Blizzard Activision aussi, heu, oublie ouais, je sais plus. Mais c'est clair que des MMORPG comme ça, c'est des jeux qui coûtent cher et qui rapportent peu, finalement. Donc pour répondre à la question, cet argument économique fait que, ce sera pas le projet, numéro 1 après. C'est ça. Il y a du boulot avant. J'ai le temps de changer d'orientation, de choisir que finalement j'ai plus du tout envie d'explorer ces univers, de faire autre chose. On en parlera une autre fois, c'est pas grave. Non, bah, c'est très bien, moi j'apprécie parce que ça va plus loin que beaucoup d'interviews, que j'ai. Alors j'avoue que, je suis pas toujours très prolixe sur le sujet de l'univers étendu parce que je veux pas spoiler. Mais c'est ma décision 2022, là, avec le travail que je suis en train de faire, la sortie de la 4e série, il est temps, il est temps d'en parler et donc ça y est, je commence vraiment enfin la communication cette année, va dévoiler pas mal de choses sur ce macro univers, quoi. Donc on va y aller. Eh bien voilà, c'était l'interview d'Aiden Fox. C'était la première interview sur ma chaîne. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Si cette entrevue, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager et surtout t'abonner, ça m'aiderait fortement. Et si vraiment t'as apprécié à sa juste valeur l'interview, n'hésite pas également à aller voir le lien de la page Instagram d'Aiden, je vous la mets dans la description. N'hésitez pas également si vous avez des questions, je le remonterai, ou vous pourrez directement lui dire sur son Insta. Si également vous avez envie de rejoindre mon Discord, n'hésitez pas, dans la description, il y a mon pseudo, vous me contactez et je vous inviterai dans mon Discord. Voilà, j'ai pris un réel plaisir pour cette entrevue. C'était vraiment convivial. J'espère que toi tu l'as ressenti pareil. Bon, malgré mon petit souci technique où j'ai dû refaire toutes les questions à l'écrit, mais pour la prochaine fois, j'essaierai de ne pas avoir cette erreur. Sur ce, prends soin de toi. Je le répète encore une fois, c'est très important. Abonne-toi, like, partage, tout ce que tu peux pour m'aider. En attendant, prends soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère à très vite pour une prochaine interview avec une autre personnalité du monde indépendant. Salut, ciao!